Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou! Aujourd'hui je vous retrouve pour discuter de la notion de responsabilité. Parce que bien souvent, cette notion, on y associe une idée de culpabilité. Il y a un peu un amalgame entre être responsable et être coupable. Et pourtant, ce sont des choses totalement différentes qui ne vont pas forcément ensemble. Donc, quand moi je parle de la notion de responsabilité dans le cadre des accompagnements que je peux faire, pour moi, ça correspond au périmètre d'action qui est celui de chacun. C'est-à-dire ce qui nous appartient, ce qui est dans nos poches, ce sur quoi on va pouvoir agir, ce sur quoi on va pouvoir avoir le contrôle, entre guillemets, ce sur quoi on va pouvoir jouer. J'aime bien aussi l'idée des leviers. Ce sont les leviers auxquels on a accès. Et dans n'importe quelle situation, et c'est pour ça que souvent je dis que le contexte est neutre, c'est que en fonction des leviers qui sont les nôtres et des boutons qui sont les nôtres, les boutons, c'est pour moi cette idée de ce qui vient faire mal quand on appuie, ça déclenche c'est comme des déclencheurs, des boutons rouges, et que quand les situations, la vie va appuyer sur les boutons qui font mal, j'imagine un bouton rouge comme un bouton de déclenchement d'une alarme en mode danger, au secours, au secours. Et bien quand une situation de la vie, quelle qu'elle soit, vient appuyer sur un de nos boutons, ça va faire réagir. Et les boutons qui sont à l'intérieur de nous sont de notre responsabilité. C'est-à-dire que c'est à nous, dans un premier temps, d'identifier en fait sur quel bouton ça appuie, sur quel bouton la vie appuie, quelles sont les situations qui font tout le temps mal, le genre de réflexion qui vient blesser, ces choses comme ça, essayer de trouver un lien et de voir à quoi correspond ce bouton qui fait si mal quand on appuie dessus. Une fois qu'on a compris ça, l'idée c'est que, comme c'est à l'intérieur de nous, c'est de notre responsabilité. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a la possibilité de s'occuper de ce bouton, de regarder à quoi il correspond et ensuite de choisir petit à petit d'aller désamorcer ce bouton pour que quand on appuie à cet endroit-là, ça ne continue pas à faire mal. Parce qu'en fait, on ne peut pas attendre que la vie arrête d'appuyer sur ce bouton pour se sentir mieux, parce que ça, pour le coup, ce sont des leviers qui sont en dehors de notre responsabilité, en dehors de notre champ d'action. On ne peut pas jouer sur les leviers qui sont extérieurs à nous. Et c'est là que pour moi est la notion de responsabilité. Maintenant, quand on a mal quelque part et que la vie appuie dessus, c'est à nous de nous en occuper. Dans un premier temps, en disant à la vie ou à la personne en face, arrête d'appuyer sur ce bouton-là parce que quand tu appuies sur ce bouton-là, j'ai mal. Alors, ce qui ne t'appartient pas, c'est ce que l'autre va décider de faire. Si l'autre continue, malgré le fait que tu lui aies demandé d'arrêter d'appuyer à cet endroit-là, si la personne continue, ça t'y peux rien en fait. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à arrêter d'appuyer. Par contre, tu peux aussi couper le lien avec cette personne et t'en éloigner si elle ne respecte pas les limites que toi tu poses. Et ta première responsabilité, ça va être de poser tes limites. Ensuite, ça va être de t'occuper de cet endroit blessé. C'est comme si tu avais une plaie à vif et que tu disais aux gens « mais arrête de mettre ton doigt dans la plaie, ça me fait mal ». Donc la personne, parfois, elle sait très bien que tu as mal à cet endroit-là et elle va appuyer dessus avec l'intention de te faire mal pour des milliards de raisons et on s'en fout, ça parle de l'autre, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais toi, si tu soignes pas ton bobo, ta plaie, à chaque fois que quelqu'un appuiera dessus volontairement ou
totalement involontairement, ou en pensant même bien faire et te faire plaisir, si ça appuie là où tu as mal, même si la personne avait des intentions très bonnes à ton égard, ça va quand même te faire mal. Donc souvent, je donne l'image d'une blessure qu'on aurait sur la main, sur laquelle on mettrait un gant. C'est Lise Bourbeau qui en parle dans l'introduction de son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » et je trouve que cette image est très parlante, j'aime bien la reprendre. Donc l'idée, c'est que quand tu mets un gant sur ta blessure, c'est pour pouvoir la protéger dans un premier temps des contacts extérieurs, de peut-être les saletés qui pourraient rentrer dedans, etc. C'est un peu un moyen dans l'urgence qui n'est pas idéal, mais qui va quand même faire le taf de venir protéger cette plaie. Donc tu es là avec ton gant et peut-être depuis des années, depuis tellement longtemps que t'oublies même parfois que tu as un gant et que en fait tout le monde n'en a pas, que tu n'as pas toujours eu ce gant. En tout cas, voilà, tu t'accommodes de cette blessure. Tu l'as sur une main et sur l'autre main, tu n'as pas de blessure. Si quelqu'un t'attrape la main, ça va être un geste, par exemple, je sais pas moi, d'affection. Va avoir envie de te prendre la main. Si c'est la main où il n'y a rien, ça va peut-être te faire plaisir ou ça va rien te faire, mais en tout cas, ça va pas te faire mal. Par contre, si cette personne attrape la main qui est blessée, ça va te faire mal et tu vas potentiellement lui en vouloir. L'exemple que je donne, c'est quand tu marches au bord de la route, sur un trottoir, que tu es avec un copain, une copine, peu importe, un proche, et que tu es en train de parler à cette personne, et cette personne t'écoute, mais elle entend aussi un bruit de voiture qui semble arriver un peu vite. Et donc elle commence à avoir un peu peur, et elle va attraper ta main et te tirer du bord du trottoir, parce qu'elle a peur que tu sois trop près du bord de la route avec cette voiture qui semble arriver vite. Cas numéro 1, t'as pas mal à la main. Elle t'a tiré sur la main, ça t'arrête dans ta phrase, tu dis qu'est-ce qui t'a pris ? Excuse-moi, j'ai eu peur, j'ai entendu la voiture arriver un peu vite, là j'ai eu peur, mais pardon, je t'ai coupé, continue la conversation. Voilà, ça va s'arrêter là en fait. La personne a voulu t'aider, t'avais besoin d'aide ou pas, c'est même pas le sujet, mais en tout cas, elle a fait un geste qui était pas malveillant, en tout cas. Il y avait une bonne intention derrière, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si la même situation se produit et que la main que cette personne attrape est ta main blessée, je peux t'assurer que ça va pas se passer pareil. Déjà, tu vas gueuler, tu vas dire « Aïe, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais tu m'as fait mal !» « Ah bah pardon, je voulais... j'ai eu peur de la voiture, je voulais t'éloigner du bord du trottoir parce que j'ai eu peur pour toi. » Non mais ça va, j'ai pas 4 ans en fait, puis j'ai déjà marché dans la rue avant toi dans ma vie, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, puis je t'ai rien demandé, putain, tu m'as juste fait mal en fait. Et donc le geste de cette personne et la situation est toujours exactement la même, mais tu vois bien que selon ce qui se passe pour toi, selon la douleur que ça va provoquer chez toi, ça va pas être la même histoire qui va se raconter. C'est pour ça que je dis que le contexte est neutre. Et neutre, je le reprécise, ça ne veut pas dire pas grave. On a des choses graves qui nous arrivent dans la vie, on a des choses difficiles, des choses douloureuses. On a aussi des choses joyeuses. Mais c'est comment chacun va décider de le traverser, ou on va pouvoir en tout cas, avant de décider comment le traverser, dans un premier temps, c'est comment chacun va pouvoir le traverser. Avec ce qu'on a, ce qu'on est, et là où on en est. Donc tu vois bien que dans cette idée... d'avoir mal à la main ou pas quand quelqu'un t'attrape la main, même avec une bonne intention, la différence, elle se joue à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Et ça, c'est valable pour toutes les situations. Donc, qu'est-ce qui est de ta responsabilité ? C'est de te rendre compte que si tu vis plus ou moins bien une situation, la différence, en fait, part de l'intérieur de toi. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir aller identifier où est ta blessure. Et une fois que tu as trouvé où est ta blessure, tu vas pouvoir t'en occuper. Ça va prendre du temps, mais tu peux aussi demander aux autres de t'aider dans cette guérison, de faire particulièrement attention à cette main une fois que tu as compris, en disant, tu vois, en fait, cette main-là, j'ai hyper mal, donc maintenant j'ai compris, je vais m'en occuper, mais en attendant, est-ce que tu veux bien faire gaffe de pas me taper dans la main, de pas m'attraper la main n'importe comment, parce que pour pas me faire mal, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est une démarche responsable, dans le sens où on va demander à l'autre d'être vigilant, d'être attentionné, mais on ne peut pas l'exiger. Et si la personne oublie et dans sa spontanéité te rattrape la main, l'idée c'est pas d'avoir l'impression que l'autre en a rien à foutre, qu'il t'écoute jamais, que de toute façon tu l'as déjà dit et que manifestement ça veut pas rentrer.
C'est pas possible en fait de tenir compte de ça 24 heures sur 24. Déjà de toi à toi, tu sais pas le faire. Je te donne un exemple. Quand tu t'es cogné le tibia dans le coin d'une table basse et que tu as un bleu sur ton tibia, tous les jours quand tu vas enfiler ton pantalon, tu vas racler la ceinture de ton pantalon sur ton tibia et tu vas te dire « Aïe, putain, c'est vrai, j'avais un bleu à cet endroit-là ». C'est ton propre corps. Tu es à l'intérieur de ce corps, tu es ce corps, c'est toi qui as mal, c'est toi qui t'es fait mal en plus, c'est toi qui as une bosse et un bleu sur le tibia et c'est toi qui vas l'oublier plein de fois au cours de la même journée. Parfois tu vas y penser, tu vas faire attention en enfilant ton pantalon ou tu vas te gratter dans la journée le mollet, le tibia et tu vas te dire « Ah putain mais c'est pas vrai, j'ai encore oublié ». Donc rends-toi compte que quand tu es concerné directement de l'intérieur et en contact 24 heures sur 24 avec l'objet de ta douleur, toi aussi tu l'oublies parce que la spontanéité de la vie reprend le dessus. Alors n'oublie pas ça et n'exige pas des autres qu'ils prennent en compte tout le temps ce qui toi te blesse, là où tu as mal, tout le temps, puisque tu n'es déjà toi pas capable de le faire pour toi-même. Et tu ne peux pas le faire pour les autres, et les autres ne peuvent pas le faire pour toi. Donc n'exige pas des choses qui ne sont pas possibles, et surtout si tu le fais, n'en déduis pas que définitivement les autres sont pas sympas, pas bien attentionnés, que tout le monde s'en fout, tu vois, de tirer ces conclusions-là, parce que c'est pas ce qui se passe en réalité. C'est juste pas possible de tenir compte en permanence des autres, c'est déjà difficile de tenir compte de soi-même en permanence. Et là, je te parle d'un truc visible, je veux dire, une bosse, un bleu, quelque chose que tu vois si tu es devant un miroir en train de t'habiller, si tu te regardes, tu vas le voir. Et tu le sais en plus que tu as mal à cet endroit-là. Alors imagine quand il s'agit de quelque chose de plus inconscient, que tu ne vois pas et dont tu n'as pas conscience. Tu ne peux pas en tenir compte tout le temps et tu ne peux pas exiger que les autres le fassent. Et quand bien même les autres le feraient, ça ne résoudrait pas ton problème. Ce n'est pas par le contexte extérieur que tu changeras quoi que ce soit à l'intérieur. Si je reprends l'idée de la main, à partir du moment où tu auras compris que tu as mal à la main et que c'est à toi de t'occuper de ça, il y a plein de choses qui vont découler de ça. Oui, c'est de ta responsabilité de t'en occuper parce que tout simplement, c'est dans ton pouvoir de le faire. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a pas de notion de culpabilité. J'introduirai après la notion de culpabilité, mais je prends déjà le temps de bien parler de la notion de responsabilité. Donc c'est de ta responsabilité de t'en occuper. Si tu ne veux pas t'en occuper, alors que tu le sais, parce que tant que tu n'es pas conscient et que tu t'en occupes pas, bah forcément il manque la démarche de s'observer et d'aller comprendre. C'est pour ça que quand je fais des accompagnements, quand les gens me disent « Ok, maintenant je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour m'en sortir ?» Ben déjà tu vas t'observer en fait, déjà tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à regarder où tu as mal. Et une fois que tu as trouvé où tu as mal, tu vas être indulgent avec toi. Et tu vas prendre le temps, tout le temps dont tu as besoin pour aller t'occuper de ça. À partir du moment où on se rend compte que c'est de notre responsabilité, que c'est dans notre périmètre d'action, c'est là que bien souvent vient se mélanger la notion de culpabilité. Si tu te rends compte d'un seul coup que, tu vois, imagine, on garde cette image de main et tu viens me voir en consultation parce que tu vas pas bien, parce que t'as mal, parce que quand les gens t'attrapent par la main ou ont des gestes d'affection ou d'attention envers toi, en fait, ça te blesse. Donc on va commencer à parler de cette main. Je vais te demander ce qu'il y a sous le gant et on va commencer. Alors dans un premier temps, tu vas possiblement dire « Mais non, ma main, oui, j'ai un gant, j'ai plus mal, ça c'est réglé, je le sais, ça c'est bon. » Ben moi, mon taf, ça va être de venir appuyer là où t'as mal. C'est un métier assez ingrat. J'ai le mauvais rôle, mais le mauvais rôle pour des bonnes raisons. Et moi je vais appuyer un peu, pas fort parce que l'idée c'est pas de faire mal pour faire mal, l'idée c'est de dire regarde si j'appuie là, tu vois bien que ça te fait mal quand même, tu vois bien que si je pose mon doigt sur une main pas blessée et sur une main blessée, tu vois bien que la sensation est pas la même, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, tu juste prends conscience que c'est pas pareil. Donc on va aller regarder ensemble ce qui se passe sous ce gant. À partir du moment où les personnes réalisent qu'elles ont une blessure et que du coup c'est à elles de s'en occuper, qu'elles s'en sont pas occupées, qu'avec le temps ça s'est peut-être infecté et que du coup c'est encore pire que ce que c'était au départ, c'est là que va naître la culpabilité. Et là, souvent, pour schématiser un petit peu,
en début d'accompagnement thérapeutique, les gens arrivent, je caricature un petit peu, hein, sans jugement aucun, c'est juste pour expliquer pour un peu le cheminement, donc je grossis un peu le trait et je généralise, mais chacun est différent et chaque parcours est différent, mais c'est pour t'aider à comprendre les grandes lignes et à généraliser. Grosso modo, les gens arrivent en étant 100% victimes, en disant la vie est dure, il m'arrive que des trucs durs, je tombe que sur des gens toxiques, mon boulot ça va pas, mon couple ça va pas, ma famille ça va pas, mes enfants ça va pas, voilà, peu importe le sujet, ma santé ça va pas, etc. Le sort s'acharne contre moi, c'est pas possible, je comprends pas ce qui se passe, je sais plus par quel bout prendre le truc. Victime, 100% victime. À partir du moment où on va commencer à détricoter et où on va commencer ensemble à voir les endroits qui sont douloureux, les endroits qui vont réagir à ce contexte extérieur et que cette réaction part de l'intérieur et que finalement le contexte n'a pas grand-chose à voir avec ça. À ce moment-là, quand on comprend sa part de responsabilité, donc ce qui nous appartient et ce sur quoi on va pouvoir agir, c'est là que va naître la culpabilité. Enfin naître, non parce qu'elle est déjà là, mais on va sortir toute la culpabilité. Et là, d'un seul coup, cette personne qui se posait en 100% victime va d'un seul coup tout retourner en se considérant comme étant 100% bourreau, 100% coupable. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment ni l'un ni l'autre. C'est pas parce que tu as mal à la main et que tu n'as pas su ou pas pu t'en occuper avant que tu mérites ce qui est en train de t'arriver. Ah d'accord, bon bah du coup j'ai mal à la main, donc en fait c'est bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à comprendre avant que j'avais mal à la main, et donc si tout le monde a appuyé dedans allègrement et que j'ai eu mal, en fait c'est que de ma faute. Mais pas du tout en fait. Arrêtez de croire ça, arrêtez de croire que vous êtes coupable. La notion de culpabilité, de culpabilité, la notion de quand on se dit mais donc c'est de ma faute en fait. Non, il n'y a pas de faute. La faute, il faut bien comprendre que ça implique un jugement moral. À partir du moment où on dit est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai mal agi, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est de la faute de l'autre ? Mais c'est de la faute de personne, parce que la faute, ça implique un jugement moral. Donc quand tu dis que c'est de ta faute, tu te juges. Quand tu dis que c'est pas de ta faute et que donc c'est de la faute de l'autre, tu juges l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec une notion de responsabilité, ça. La responsabilité, c'est ce sur quoi tu as la possibilité d'agir. Après, ça va être une histoire de choix. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je décide de le faire ? Est-ce que je décide de ne pas le faire ? Est-ce que je décide de le faire maintenant ? Est-ce que je décide de le faire seul ? Est-ce que je décide de le faire en me faisant mal pour me faire payer ma culpabilité, ma croyance de culpabilité ? Ou est-ce que je le fais avec douceur dans l'indulgence et le respect et l'amour de moi-même ? Et c'est là où tout va être différent. Je dis aussi souvent que la différence ne se fera jamais dans ce que tu vas décider de faire ou de ne pas faire. La différence se situera toujours dans la manière dont tu vas le faire, dans l'intention qui sera derrière, dans l'énergie avec laquelle tu vas le faire. C'est ça qui fera toute la différence. Avoir compris que tu dois t'occuper de ta blessure si tu veux arrêter d'avoir mal. Et c'est pas tu dois dans le sens où c'est ça ou rien. Non, c'est si tu veux arrêter d'avoir mal, si tu veux que les gens puissent te prendre la main sans que ça te fasse mal, effectivement, tu vas devoir t'occuper de ta blessure. Ce n'est pas la même chose de décider de s'occuper de sa blessure et de se faire accompagner ou pas là-dedans, que de dire « Oyez, mes proches, j'ai eu une grande révélation, une grande compréhension. J'ai compris qu'en fait, toutes les fois où vous m'avez appuyé sur la main et que je vous ai hurlé dessus, en fait, c'est parce que j'avais mal à la main et que ça n'avait pas grand-chose à voir avec votre geste. Donc je suis désolée pour toutes les fois où je vous ai hurlé dessus parce qu'en fait, c'était juste que j'avais mal. Donc maintenant, sachez que j'ai mal à la main, donc je vous demanderai, sachant ça, de ne plus jamais toucher à ma main et tout ira bien. » Et là, c'est sûr que c'est dur de faire ça. C'est dur de se mettre à nu, c'est dur de faire des excuses, c'est dur de dire « Waouh, j'ai peut-être été dur avec toi à ces moments-là où toi, peut-être, t'avais des bonnes intentions et je suis désolée. » C'est dur à faire. Donc à partir du moment où on a fait quelque chose de difficile, on attend, voire on exige des autres que quand même ils fassent un minimum d'efforts vu tous les efforts qu'on vient de faire. Et c'est là où possiblement, quand les gens ne vont pas tenir compte de cette main, ou en tout cas pas tout le temps, ou en tout cas pas suffisamment pour que plus jamais tu n'aies mal à la main, c'est là où
si tu prends le problème dans ce sens-là, ben tu vas avoir la sensation que quoi que tu fasses, et malgré tous les efforts que tu as fait, parce que tu en as vraiment fait arriver à ce stade-là, tous les efforts que tu as fait ne changent rien, tu continues d'avoir mal et les gens continuent de te faire mal. Et il y a une espèce de lassitude des deux, mais ça changera jamais. Si, ça changera, mais par un déclenchement, par un départ qui va être à l'intérieur. C'est comme s'il y avait des dominos et que, en fait, on attendait que les autres dominos tombent et qu'on espère qu'ils tombent dans le bon côté pour enfin faire tomber le domino, le premier. Non, c'est à toi en fait de faire tomber ton domino et que derrière il va y avoir toute une suite comme ça d'événements qui vont s'enchaîner et qui vont s'enchaîner différemment parce que tu auras changé quelque chose à l'intérieur. Un autre exemple pour comprendre que si tu attends de l'extérieur que ça change, tu continueras de souffrir et tu croiras que tu mérites pas mieux et que donc tu es forcément coupable pour mériter autant de souffrance. C'est là où il va vraiment falloir déconstruire cette notion-là. Quand tu es en voiture, si tu es quelqu'un de colérique en voiture ou de très stressé au volant, qui a très très peur d'avoir un accident, je sais pas, des peurs ou de la colère par exemple en voiture. À partir du moment où tu comprends que tout le monde n'a pas peur au volant, tout le monde n'est pas colérique au volant et que ça vient bien réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends bien que si tu es énervé parce que les gens conduisent comme des manches et que tu crois vraiment que tu arrêteras, que c'est normal d'être en colère quand les gens conduisent comme des manches et que tu continueras à être en colère tant que tu croiseras des gens qui conduisent n'importe comment, crois-moi, des gens qui conduisent n'importe comment, il y en aura encore plein. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux conducteurs qui ne sont pas encore très vigilants, qui vont faire des erreurs de conduite parce qu'ils sont stressés. Il y aura encore des gens qui partent en urgence parce qu'un proche a eu un accident ou parce que sa femme va accoucher, ou des choses, ça peut être des trucs joyeux ou des trucs plus graves, mais où là, le code de la route deviendra très secondaire et ouais, ils feront n'importe quoi, c'est clair. Et puis, il y a des vieux qui ont plus de réflexes et qui voient plus très clair et qui ont oublié le code de la route depuis 1000 ans et qui vont faire n'importe quoi. Donc, des gens qui vont avoir des conduites problématiques, il y en aura tout le temps. Et si tu es un peu honnête avec toi-même, toi aussi, il y a des jours où c'est toi qui conduis comme un manche. Parce que t'es heureux et que tu planes, parce que t'es triste et que tu pleures au volant, parce que t'es préoccupé par quelque chose et que t'es pas 100% à ce que tu fais, et toi aussi tu vas oublier de mettre ton clignotant, tu vas griller un feu ou un stop ou je ne sais quoi, et tu seras cette personne qui conduit n'importe comment et qui va faire péter un plomb potentiellement à quelqu'un dans sa voiture. Donc si t'es honnête avec toi-même, tu sais très bien que t'es pas irréprochable à cet endroit-là, mais tu vas exiger que les autres le soient, et quand ils le sont pas, ça va te mettre en colère. Et donc, si tu pars du principe que oui, c'est normal que quand les autres conduisent mal, ça te mette en colère, et que tant que des gens conduiront mal, tu continueras à être en colère, tu continueras à être en colère toute ta vie. Parce que tu n'as pas de levier, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de possibilité d'action sur la manière de conduire des autres. Donc, si tu mets la clé de ton apaisement au volant dans la poche de tous les autres conducteurs, ça restera un problème insoluble. C'est aussi simple que ça. Et dans la vie, tu peux transposer ce principe-là à n'importe quel truc. Donc, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de comprendre pourquoi ça te met autant en colère. Qu'est-ce que tu te dis quand tu insultes les gens dans ta voiture ? Qui savent pas conduire, qui sont débiles, qu'il y a un code de la route mais qui s'en foutent et qui font exprès, qu'ils sont dangereux et qu'ils sont égoïstes et qui s'en foutent bien de savoir qui est dans la voiture d'en face. En fait, on va pas tous avoir les mêmes déductions ou les mêmes phrases d'énervement. Et ces phrases-là d'énervement vont venir parler de toi, de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Et on remonte le fil comme ça. Bon, l'idée, c'est pas d'aller en thérapie parce que t'es énervé au volant, mais parce que c'est pas ça le sujet qui va t'amener. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très colérique au volant, parce que justement il y a des règles bordel de merde et que c'est quand même pas compliqué de les respecter étant donné que moi je les respecte, et en réalité je les respecte pas tout le temps non plus pour des raisons plus ou moins valables à mes yeux ou aux yeux des autres, mais que je fasse exprès ou pas, il y a des jours où je respecte pas les règles, mais comme tout le monde en fait, je fais ce que je peux, et parfois je choisis la merde quoi, voilà, ça arrive en fait. Donc je peux pas exiger ça des autres, mais en réalité pourquoi ça me mettait en colère ? Parce que finalement, il y a des règles, j'estime que je m'y plie, que je connais le code de la route, que c'est pas fait pour les chiens et que si moi je peux, tout le monde peut, et que si les autres le font pas, en fait, c'est qu'ils mettent de la mauvaise volonté.
Mais c'est pas ça qui se passe pour les autres, j'en sais rien. Peut-être que pour certains, oui, mais clairement pas pour tout le monde. Par contre, ça vient parler de moi par rapport aux règles. Et en fait, respecter les règles à la lettre, j'ai toujours cru que c'était mon identité, que j'étais comme ça et pas autrement, sauf qu'en fait, ça me demandait un effort incroyable et qu'en réalité, être enfermée dans des règles, ça me fait chier et ça m'a étouffée et ça a fait gronder une colère, mais que j'entendais pas du tout. Moi, plus on me disait quoi faire à l'école ou dans mes premiers boulots, mieux je me sentais, parce que je savais ce qu'on attendait de moi, on me donnait les règles, je les appliquais, point barre. Et en réalité, j'étais pas du tout bien là-dedans. Aujourd'hui, c'est moi qui dicte mes propres règles dans le sens où j'ai la possibilité de choisir mon rythme de travail, mon agenda, j'ai de compte à rendre à personne si ce n'est à moi-même. C'est pas aussi confortable que ça en a l'air dit comme ça, mais en tout cas, parce que je me suis libérée de certaines règles qui ne me convenaient pas pour m'épanouir dans un cadre que j'ai construit plus pour moi, et ça veut pas dire que j'ai tout envoyé péter et que je respecte pas les règles, hein. Il y a quand même des règles dans l'entreprise que j'ai créée. Je fais ma compta en temps et en heure, j'ai le minimum, alors je suis en auto-entreprise, donc c'est très allégé au niveau compta, etc., mais c'est bien fait, c'est à jour, j'ai toutes mes factures qui sont classées, mais tout est carré, je paye mon URSSAF en temps et en heure, j'ai créé mon entreprise selon le cadre, les règles, etc. Mais disons que j'ai choisi en fait les règles auxquelles je me plie pour pouvoir faire mon quotidien, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, ça ressortait où ? Majoritairement, ça ressortait en voiture. Et je ne suis pas allée voir un thérapeute pour ça, et je n'ai pas travaillé sur cette notion-là. Mais à force de travailler sur ça, sur comment je me situe par rapport au cadre, par rapport aux règles, par rapport à comment je choisis en fait ce que je fais de toutes ces règles, et auxquels je décide de quel cadre je choisis pour m'épanouir, au lieu de rester dans un cadre que en fait j'ai pas choisi et qui me fait souffrir et qui fait que j'insulte tout le monde en voiture. Bon, je reste un peu colérique en voiture quand même, mais c'est le jour et la nuit. Je suis une autre personne au volant aujourd'hui et j'ai pas spécialement, même pas du tout, travaillé sur ce point-là en thérapie. Mais il se trouve que parce que je me suis apaisée sur le cadre, les règles, que j'ai mis de la conscience, que j'ai fait des choix différents, que j'ai fait des choix pour moi, et en acceptant la trouille que ça pouvait faire, l'inquiétude que ça a pu générer auprès de mes proches, etc., je l'ai quand même fait, du coup je suis moins énervée au volant. Parce que je suis plus en paix avec moi-même au niveau des règles. Et donc je pète moins un câble quand quelqu'un se permet de ne pas respecter les règles, quand en fait moi je rêverais de ne pas le faire. Je rêverais de moins être coincée dans un carcan où j'ai pas le choix en fait. Parce que c'est plus ça ma vie aujourd'hui. Donc ça m'énerve moins. Et c'est ça en fait, cet effet de domino où il y a des petits endroits comme ça du quotidien où d'un seul coup, au fil du temps, je veux dire, c'est vrai que c'est marrant, mais je suis moins énervée quand même au volant. Donc ça va être ça l'idée, de prendre des exemples comme ça qui sont pas qui n'ont pas beaucoup d'enjeux, comme la pratique, comment on est au volant, et de venir transposer ça à des sujets qui vont être beaucoup plus impactants, avec beaucoup plus d'émotions. Et ça, c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité de trouver la source de ta douleur, de ta colère, modifier ce qui est modifiable et donc ce qui t'appartient, ce qui est dans ton périmètre et ce qui est de ta responsabilité. Donc pour terminer cet épisode, je vais revenir un peu sur les grandes lignes. Ne confonds pas, c'est de ma responsabilité et c'est de ma faute. Ce n'est absolument pas la même chose. Tu es responsable de ce que tu vas faire avec ce que la vie te propose. Par contre, par pitié, à aucun moment, tu ne mérites ce qui t'arrive. À aucun moment, tu as fait quoi que ce soit pour... Je sais pas, quand tu as un accident de voiture, t'as pas fait exprès. Je veux dire, tu n'es pas forcément coupable de quelque chose, ou quand tu tombes malade, et même si on peut remonter à l'origine de si je m'étais écoutée, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, mon corps n'aurait pas eu besoin de hurler. Oui, d'accord. Oui, si on remonte à l'origine, tu vas pouvoir aller au cœur de la problématique qui fait que tu n'as pas pris soin de toi. Mais c'est pas une faute ou une culpabilité. Tu te comportes comme un bourreau avec toi-même, comme beaucoup de gens, parce que tu te penses coupable. Et un coupable doit payer. Et donc un coupable va devoir avoir un bourreau qui va lui faire payer sa faute. Et donc comme tu te crois coupable de beaucoup de choses, tu vas être ton propre bourreau, ou indirectement tu vas être attiré par des personnes qui vont devenir tes bourreaux, parce que tu te crois coupable. Mais ça, c'est une croyance qu'il faut déconstruire. Et c'est vraiment le cœur du travail de ce que je fais dans mes accompagnements, c'est de rétablir une justesse entre
là où tu vas être responsable et là où finalement tu vas avoir le pouvoir de changer les choses. Et ça, c'est génial. Et ça ne veut pas dire que c'est de ta faute ni que tu es coupable. Donc réfléchis bien, tu vas pouvoir essayer de t'observer et regarder si cette notion de culpabilité, responsabilité, elle est bien distincte ou est-ce qu'il y a ce mélange et où à partir du moment où il t'arrive quelque chose, t'as pas forcément choisi, mais tu as la possibilité de dire ok, qu'est-ce que je fais de ça, comment je le gère, et tu peux le gérer seul. Mais tu n'es pas obligé de te faire mal. Pour terminer sur cette image de gant, si tu décides d'arracher le gant de ta main qui, avec les années, est peut-être un peu collé dans la plaie, tu imagines un peu un morceau de tissu qui serait sur une plaie depuis des années, mais si tu tires dessus, oui, c'est de ta responsabilité d'aller soigner ça pour arrêter d'avoir mal. Mais c'est pas parce que c'est de ta responsabilité qu'il faut que tu te fasses mal, parce que quand même t'as été trop con, t'aurais jamais dû laisser ça dégénérer à ce point-là, et si j'avais su, oui, t'as fait ce que t'as pu sur le moment, le gant, elle fonctionnait très bien, maintenant il se trouve que t'es prêt à aller t'occuper de ça autrement, et on va le faire, point, c'est tout. C'est pas la peine de venir mettre du sel dans ta plaie ou de te faire encore plus mal. Donc l'idée c'est d'accepter que tu puisses peut-être aller voir quelqu'un, un médecin qui va découper le gant pour pouvoir retirer ce qu'il y a autour de tes doigts et dans le creux de ta main, tout en laissant la partie qui est peut-être collée sur le dessus de ta main avec ta plaie, et de pouvoir peut-être faire une anesthésie, peut-être mettre du sérum Phi qui va ramollir tout ça, où on va prendre le temps de décoller ça tranquillement, de laisser le temps à la peau de cicatriser, de pas forcément le faire tout seul, mais de le faire avec des gens qui vont avoir les compétences pour faire ça doucement. Et ça n'enlève rien dans le fait que c'est toi, c'est ton corps qui va guérir ça, c'est toi qui va devoir faire la poursuite des soins, c'est toi qui auras fait la démarche d'aller demander à quelqu'un dont c'est le métier de venir s'occuper de ta plaie, de t'aider. Ça ne veut pas dire que toi tu vas être passif, ça veut juste dire que tu vas être encadré, accompagné. Et pour moi, c'est ça le travail de thérapie. Et l'idée, c'est que je voudrais que tu arrêtes de croire que tu mérites de souffrir et que quand tu comprends qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment pour moins souffrir, que tu te fasses encore plus mal en te disant que tu as été trop con. Ne mets pas de sel dans ta plaie. Accepte de demander de l'aide et du soin et accepte d'aller t'occuper des endroits douloureux en douceur, en prenant soin de toi et en n'étant pas un bourreau pour toi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Tu auras toutes les infos dans la description de l'épisode. Et comme d'habitude, si tu as envie de partager ce sujet, si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un dans sa réflexion, partage-lui. Et s'il y a des sujets que tu voudrais que tu abordes, n'hésite pas à me le dire. Merci encore de ta présence et de ton écoute semaine après semaine, et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.